besoin. Donc, merci beaucoup. Et vraiment, cette opportunité fabuleuse pour moi de venir de Seattle, dans l'État de Washington, d'être ici à Bordeaux. C'est la première fois que je viens ici. C'est une ville magnifique. Et je vais parler de la mobilité, mais tout d'abord, je voudrais commencer avec une petite introduction pour me présenter aussi mon entreprise, de vous donner quelques éléments de contexte par rapport à ma présentation d'aujourd'hui. J'ai une petite entreprise à Seattle qui s'appelle Blue Fire Productions. Nous sommes consultants. Généralement, nous fournissons des services à l'industrie des logiciels liés aux multimédia, des produits de médias numériques. Il y a environ 10 ans, nous avons commencé à travailler exclusivement sur les e-books, les livres électroniques, et nous avons travaillé sur le fait d'aider des entreprises, des organisations, de déployer cette utilisation de l'e-book, des plateformes e-book. Nous travaillons avec plus d'une centaine d'organisations dans 34 pays, ici en France également. Et pour déployer ces applications, des applications de lecture mobile, des logiciels, des technologies de distribution. Et nous sommes également membres de la fondation Ridium et nous sommes impliqués, nous travaillons également avec IDPF W3C et ayant travaillé avec le projet Ridium maintenant depuis à peu près 3 ans, nous étions membres fondateurs de l'organisation avec l'IDPF et quelques autres et nous contribuons très activement depuis 3 ans. Et je suis également membre du conseil d'administration de la fondation Ridium. Et à propos de Ridium, j'ai une annonce, une information à vous donner, c'est qu'après 3 ans de travail, nous nous préparons actuellement le mois prochain à sortir notre première application commerciale sur la base Ridium. Ça s'appelle Cloud Shelf Reader. Ça va sortir le mois prochain sur l'App Store iOS. Donc, ça sera une application que vous pouvez voir ici à l'écran. Et ça supporte Ridium SDK. Donc, nous avons pu avoir un support très robuste avec vidéo, audio synchronisé, overlay, donc interactivité. Et toutes les choses magnifiques, y compris l'accessibilité concernant EPUB 3. Donc, nous sommes vraiment très contents. Ça va arriver très vite. Et certains d'entre vous ont des applications, des versions bêta privées. Pour votre information, on a sorti une nouvelle version ce matin. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, il y a une nouvelle version disponible pour vous. Ça va sortir dans le mois qui vient. Et je vais juste vous faire une petite démonstration très rapide avant de passer à ce que je voulais vous dire, juste pour avoir un sens de ce que Ridium peut faire dans une application mobile. Et si ça vous intéresse, si vous voulez développer des applications basées sur Ridium, moi je serais vraiment très heureux de vous en parler davantage, qu'on se retrouve à un moment donné au cours des journées à venir, parler avec vous de nos expériences avec l'utilisation de Ridium. Donc, comme exemple de Ridium SDK, voici un EPUB à configuration fixe. Donc, vous allez pouvoir l'entendre. Elle se fait des amis partout où elle va. Donc, on peut surligner. Une des choses qui me plaisent vraiment concernant cette application, c'est ce qu'on fait tout. En utilisant Ridium, on a des capacités de rendre le contenu avec Ridium, avec le Ridium SDK. Et une chose assez unique que nous faisons avec cette application particulière, nous avons ajouté les caractéristiques, les annotations, le surlignage, la numérotation des pages, la recherche, toutes ces choses-là. Mais une des choses sur lesquelles nous travaillons, c'est une caractéristique qui s'appelle Notebook, qui prend toutes les annotations de tous les livres, mais ça au même endroit. On peut les organiser, les filtrer. Donc pour les chercheurs, c'est un outil très intéressant pour pouvoir recueillir toutes les annotations, les mettre toutes au même endroit. Et ensuite, retourner vers le livre et continuer de lire le livre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse énormément. Je suis très content. Donc, nous allons commencer ensuite à regarder, je vais vous dire ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est surtout la mobilité. Donc, je vais juste ouvrir ma présentation.
Et donc, mobilité et les e-books, c'est vraiment quelque chose de clé, c'est très important parce qu'en fin de compte, on consomme tellement sur l'ensemble de nos devices. Et donc la mobilité transforme la façon que nous interagissons avec le contenu en général et d'une manière dramatique. Parce que comme nous savons, on part en arrêt de bus, dans une gare, et les gens vont s'asseoir, ils vont sortir leur téléphone et tout le monde regarde leur device. Et donc cette prolifération des devices mobiles a vraiment, c'est sans précédent dans l'histoire en ce qui concerne l'adoption des technologies à l'échelle mondiale, et ça transforme complètement l'industrie de l'édition, mais pas seulement mobile, mange le monde. Et il y a beaucoup de choses à voir, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que nous avons vu de nos expériences en travaillant avec nos clients, les essayant de déployer les applications mobiles. Et quand on regarde la mobilité, quand on réfléchit à l'EPUB, c'est qui est vraiment une question de la génération, de développer le contenu puis optimiser pour le mobile. Il y a certaines choses qu'on oublie quand il s'agit du mobile. Et c'est ça que je voudrais me concentrer sur aujourd'hui en vous parlant de cette question et ce sujet. Et la première chose que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est le système responsif, adaptatif. Et si on prend un document PDF et on essaie de le lire sur le device mobile, ça va être désagréable. C'est trop petit. Et il faut balader dans la page et ça ne va pas être agréable. Vous n'allez pas avoir envie de lire comme ça, mais parfois il faut. C'est bien qu'on peut le faire, mais ce n'est pas idéal. Et ce que fait EPUB, comme nous savons bien, ces fonctionnalités clés, c'est cette développement responsif. Et l'avantage ici, c'est une question de reflow. Et quand on va dans un document, vous le savez tous, si on regarde un document, si, bon exemple ici, reflow, donc ça veut dire que le contenu va remplir chaque page et je peux changer la taille de la police et ça va réorganiser le display. Et je vais pouvoir lire le document de manière confortable et ça c'est quelque chose de très important avec EPUB. Est absolument essentiel pour la lecture mobile, pour la consommation mobile. Mais ce qu'on oublie souvent dans notre secteur, dans notre industrie, dans la responsive, est d'optimiser le contenu pour le mobile. Ce n'est pas juste une question de reflow, ça en fait partie, c'est un composant dans l'ensemble de l'expérience utilisateur mobile et de la design interface. Et oui, il y a beaucoup de caractéristiques, d'outils qui nous permettent d'optimiser le contenu pour les écrans de toute taille, petits, moyens, grands, écran, mural, etc. Et ce n'est pas juste une question de texte, c'est une question de la mise en page, c'est comment gérer les images, comment gérer les tableaux. Et la réalité des mises en page responsives, c'est une forme d'art et qu'on n'a pas encore exploré, développé avant cette décennie. Et il y a beaucoup à faire. Nous n'avons pas encore des programmes éducationnels, on n'a pas un master en responsif, etc. Mais on a besoin parce que c'est quelque chose qui va devenir l'avenir du contenu sur les écrans. Et si on veut que cette expérience soit belle, utile, positive, c'est un art. Et ça nécessite vraiment des capacités de l'expertise et de prendre le contenu et de le mettre dans le format EPUB c'est pas une garantie d'avoir un bon livre de bonne qualité, une bonne expérience pour le lecteur que de prendre tout simplement le texte et de le mettre dans un livre physique sur papier. Comme nous savons, ça nécessite de l'expertise. Et dans le cas des livres, on a vu des siècles pour comment mettre en page le contenu dans les livres. Et quand il s'agit d'un autre responsif comme ça, adaptif, ça va nous prendre des décennies encore, je pense, à vraiment apprendre comment gérer le contenu pour les devices mobiles. Et je pense que c'est absolument essentiel dans notre secteur, dans la décision, de ne pas oublier. C'est ça, on a pris notre livre, on l'a mis dans EPUB, c'est fait.
Mais de convertir un fichier, c'est juste le début. Mais la mise en page responsive pour le mobile, c'est un art, c'est une expertise, c'est un métier. C'est dommage, il y avait un événement la semaine dernière aux États-Unis, au Canada en fait, sur le sujet pour les experts sur ce genre de choses. Et ils cherchent du travail parce que souvent, l'industrie de l'édition, ils vont faire ça offshore ou ils vont prendre la conversion la moins chère possible. Et je ne peux pas vraiment vous dire, les éditeurs parmi nous aussi aujourd'hui, pensez à embaucher ces gens parce qu'on a besoin d'eux dans cette industrie. La deuxième chose que je voudrais vous parler, c'est la lecture hors ligne. Et comme nous savons, EPUB, c'est packagé, c'est embarqué, on peut prendre un ensemble de chapitres, les packager ensemble, l'ensemble des éléments pour pouvoir faire la lecture hors ligne. Et on pense souvent que c'est une capacité, c'est une possibilité ou même une exigence. On attend bien qu'on doit pouvoir lire hors ligne, mais nous oublions parfois à quel point c'est unique, quelle est cette capacité de lire hors ligne quand on pense à d'autres expériences mobiles. Et il y a aussi des opportunités autour de ceci, parce que quand on réfléchit à la lecture hors ligne, comment on réfléchit comment nous interagissons avec nos devices, on devient presque accro. Et on regarde Facebook, Twitter, mais c'est tous des accès connectés. E-books, ça fait partie de peu de choses qui restent consommables, dont on a envie tout le temps. Hors ligne aussi quand on n'est pas connecté, dans le bus, dans le train, on est dans les bois, on est à côté de la piscine, à Acapulco. Et ça, c'est quelque chose de relativement unique dans la capacité que les autres consommables, les contenus consommables ne proposent pas. Et c'est une réelle opportunité pour nous dans cette industrie de réfléchir à quel est cet avantage, comment on peut utiliser cet avantage pour pouvoir promouvoir et pouvoir aussi en tirer profit et développer. Parce que souvent, quand on réfléchit au fait que quand ils sont hors connexion, ils cherchent quelque chose à consommer. Et quels sont ces moments? Qu'est-ce qu'ils font? Et il y a cette chose en commun, que ce soit le fait de voyager, d'être en transit, d'en tirer avantage de cela. Comment est-ce qu'on peut bénéficier que nous avons cette capacité dans les e-books de vraiment donner des bonnes expériences hors connexion. Aussi, deuxième chose, la prochaine chose que je voudrais vous en parler, c'est le mobile. Le mobile est souvent expérientiel au niveau de sa concentration et son objectif. Au lieu de réfléchir au mobile et les livres en tant que produit, qu'on livre, qu'on fournit, en réalité, c'est une expérience mobile et ça vit dans un contexte d'autres expériences mobiles. Donc, un livre, c'est quelque chose de très indépendant. Il a ses propres attributs, ses propres caractéristiques, mais dans le mobile, on a beaucoup d'expériences, que ce soit des jeux, réseaux sociaux, et nous avons des attentes qui se développent autour de cela. Autour de ces expériences, ces utilisations, les paradigmes, les habitudes, les choses en commun aussi à travers ces médias. Et donc, quand on réfléchit de l'expérience du contenu mobile, ça peut vraiment influer, ça peut informer ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire avec notre contenu sur les devices mobiles, parce que ce n'est pas juste une question de donner un livre dans un monde hermétique. On est au sein d'un écosystème. On vit dans un écosystème qui a ses propres attentes, ses propres habitudes, ses propres activités à travers plusieurs formes de contenu. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on fournit un contenu qui en tire un bénéfice, les avantages de cette expérience. Et donc, dans le monde mobile, nous, en tant que consommateurs, ne nous interagissons pas tant que ça avec les fichiers, c'est plutôt les données, les métadonnées. C'est évident d'un point de vue, mais en même temps, c'est important pour notre industrie des e-books pour réfléchir à ça. Parce que, par exemple, quand on accède à un film, la musique, un livre, un magazine,
En tant que consommateur, nous voyons quasiment jamais le fichier propre. Nous ne voyons pas les extensions, on ne sait même pas quel format c'est. Combien d'utilisateurs de livres numériques ont entendu parler des EPUB? Beaucoup ne l'ont jamais entendu parler. Et donc, c'est très important de savoir que ce que nous livrons, ce que nous fournissons à nos clients, ce n'est pas un fichier, c'est son état, mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Eux, ils le voient comme une expérience à laquelle ils accèdent à travers les interfaces de métadonnées. Et donc, les métadonnées, c'est très important, mais la façon que nous fournissons ces contenus doit prendre en compte cette réalité. Et je vous en parle de ceci parce que quand on travaille avec les revendeurs, les librairies, les éditeurs, et ce qu'on voit souvent avec les éditeurs, c'est cette envie et cette tendance à vouloir faire un produit et le livrer en tant que fichier. Parce que c'est simple. Et de créer cette solution totale, de présenter le contenu comme metadata. Le metadonnées, c'est une approche écosystème qui n'est pas facile à faire. Et donc, on a tendance à dire, mais voilà le fichier. Mais en fait, en réalité, ça ne marche pas comme ça. Les consommateurs n'interagissent pas avec le contenu de cette façon. Et donc, c'est probablement pas une bonne façon d'y s'y prendre. Et donc, ça nous ramène à cette idée que l'expérience mobile avec ce contenu et les choses avec lesquelles on interagisse, c'est pas exclusivement, mais pas toujours à travers, mais quasiment toujours à travers les apps. Et même quand vous avez du contenu connecté, ce n'est pas sur un navigateur. Et les statistiques montrent aujourd'hui que la majorité des fois que les gens connectent avec Internet, c'est pas à travers un navigateur, en fait. C'est en quelque sorte, mais c'est les technologies de navigateur qui sont embarquées dans nos applications, que ce soit dans Facebook, dans Twitter, dans Kindle, dans les applications de lecture, etc. Et donc, quand on réfléchit à ça, quand on pense que c'est livré au sein d'un app, il faut qu'on réfléchisse. Donc, il y a deux choses. Une partie, ce composant expérientiel, c'est autour de nos attentes des apps, mais il y a aussi une autre partie, et c'est que nous créons un produit qui vit dans un environnement. Et cet environnement a plusieurs couches, plusieurs niveaux. Il y a le niveau de device, il y a le système d'exploitation, il y a une couche app. Et le contenu qui est livré sur ces devices mobiles, c'est un contenu qui apporte avec lui des attentes et qui vit à côté et avec d'autres contenus. Et n'a pas ce côté individuel. Dans le livre, si on va développer les contenus qui vont être consommés dans un environnement dans lequel il va être consommé, on doit réfléchir aux apps. Et ce qui est très intéressant, c'est dans le monde de l'édition et dans le monde des livres numériques, on pense à des apps en tant que comme étant quelque chose indépendant comme titre, ou on pense de manière très générique à des applications de lecture de contenu qui est dedans, mais il y a tout un monde, et c'est très excitant dans ce monde EPUB. Il y a tout un monde où on peut créer des combinations complètement uniques. Par exemple, si je crée les recettes de cuisine dans le format EPUB, oui, je peux les lire dans un lecteur EPUB traditionnel, mais est-ce que je peux avoir une app qui va rendre cette expérience des recettes de cuisine et de l'utilisation, est-ce que je pourrais l'améliorer, la rendre plus intéressante, plus interactive, etc., qui est plus une expérience concurrentielle, compétitive, même avec les voyages, etc., etc. Donc, je pense qu'en tant qu'industrie de l'édition, parce que les éditeurs, ils ont vu les chaînes de distribution, les modes de distribution, c'est eux qui contrôlent les apps. Je vais voir ce contenu avec l'utilisateur final. Je vais le faire à travers un tiers. Mais quand les éditeurs veulent faire le contenu en app, je vais faire un app, et c'est un titre. Et il y a tout un monde entre où on peut avoir les apps. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et pour Redium, pourquoi je pense que c'est si intéressant? Parce que ça va fournir le cadre, les technologies, les outils qui vont permettre à beaucoup de monde de produire des applications de lecture qui vont être génériques ou qui vont être extrêmement ciblées pour certains types de contenu, pour les cas de figure, les utilisations particulières. Et cette capacité de Redium de fournir les outils
Nous, on travaille depuis 3 ans, on travaille sur Readym et 1 an et demi sur notre application là, que nous regardons ici. Ça coûte cher, ça coûte temps, et il faut qu'on réduise ce temps de développement. Il faut que ce soit plus facile pour les gens à innover et pour faire des choses très intéressantes et vraiment libérer le potentiel qui est fourni par les devices mobiles dans un monde où presque tout le monde va avoir un device mobile avec eux à tout moment. Et le fait que actuellement presque n'importe qui peut sortir ce device de leur poche, aller sur plein d'endroits différents et accéder à des catalogues de millions de livres et les télécharger comme ça, c'est absolument exceptionnel, c'est extraordinaire. Et EPUB et la Fondation Readym, je pense, sont absolument critiques, elles font partie intégrale pour développer cet environnement, créer cet environnement, on peut vraiment débloquer ce potentiel. Donc, merci beaucoup. On a peut-être des questions, il nous reste un petit peu de temps pour poser les questions, pour parler. Moi, je voudrais vous remercier, très intéressant, parce que vous nous avez vraiment présenté le paysage, l'environnement par rapport à la question de responsive, en l'utilisant partout pour l'ensemble des formats, l'expérience multimédia, l'expérience hors connexion, la connexion entre hors ligne, connecté, déconnecté, et pour augmenter, améliorer ces expériences. Et donc, je pense que ce genre de format, ce genre d'application mobile peut être vraiment développer l'utilisation et l'adoption de ces nouvelles expériences. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question avant qu'on continue un peu au prochain sujet? Question? Une petite question, oui. Vous avez dit? Je suis désolé, je n'entends pas la question. Sorry, 300,000 users we have is still using an e-ink reader, and to get the right experience for those users is also needed that you have in the metadata what kind of experience you can expect, what can work and what cannot work. Is there already being worked on the metadata user-friendly way for explaining the end user the differences, what you... I'm sorry, I didn't quite understand the core question. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment compris la question. Donc la question c'est, vous avez dit, l'utilisateur ne sait pas quel format de fichier il consomme. Which can be used on one platform and not on another platform. Difficult to Ça devient de plus en plus difficile d'expliquer. What he can expect. So, is there some standardization in metadata that we can better, est-ce qu'il y a une standardisation de métadonnées? Yeah, that's a good point. That is a good point. C'est une bonne question. Je vais répéter la question. C'est une excellente question, en fait. Dans un monde de devices et des capacités et des fonctionnalités différentes à travers, dans le cas de EPUB Free, vous avez par exemple la capacité de fournir les expériences de contenu qui peuvent marcher sur un device et pas sur d'autres. Et ça devient un défi dans la communication des utilisateurs, auprès des consommateurs, des utilisateurs, ce qu'ils peuvent attendre comme expérience, comme résultat. Et je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'il y a un problème assez similaire par rapport entre le design fixe et responsif. Et la question précise, est-ce qu'il y a des métadonnées qui peuvent traiter, qui peuvent résoudre ce problème? Et je dirais que je suis probablement pas la bonne personne pour vous parler de métadonnées, mais EPUB est plutôt flexible
souple en ce qui concerne le type de métadonnées qui peuvent être stockées. Donc on peut inclure ce genre d'informations, oui, mais ce que je ne pense pas qu'on a aujourd'hui, c'est un standard sémantique pour pouvoir exprimer ça d'une manière standardisée qui peut être utilisée dans la communication. Et c'est quelque chose qui manque dans notre industrie. Et c'est une bonne question, parce que, comme je disais, les gens ne savent pas ce que c'est un EPUB. Et même s'ils savent que c'est un EPUB, est-ce que c'est... On sait ce que c'est. Oh, EPUB est rétrocompatible. C'est un système de calcul EPUB 2. On pourrait voir une partie, on peut voir les images, les textes, mais pas forcément les vidéos, etc. Et comment est-ce qu'on peut définir contrôler les attentes des utilisateurs? Et je crois que grande partie de ceci, c'est une question des plateformes de distribution qu'on utilise. Et je ne pense pas qu'ils ont vraiment bien fait encore, mais si on regarde iBooks et Amazon et Kindle, comme ils ont essayé d'aborder ces questions, où ils vont souvent parler des fixes comme des livres illustrés, et ils vont parler des livres améliorés ou enhanced. Donc, on n'a pas vraiment un langage standardisé pour exprimer ces idées, mais je pense que ça va venir des gens qui font la distribution directe auprès des consommateurs, parce qu'ils vont avoir ce problème, ils vont avoir ce challenge. Ils vont être obligés de développer, de créer un langage pour exprimer la différence. On va différentes façons de le faire. Et avec le temps, ça va se standardiser. Mais c'est une très bonne question, très bonne conversation à avoir, et notamment en ce qui concerne les métadonnées. On le voit beaucoup sur les plateformes de distribution, et on le voit aussi dans le monde de revente, où il y a beaucoup de distributeurs qui fournissent, ils ont les métadonnées de l'ensemble des distributeurs par rapport au catalogue qui est disponible pour eux à revendre, et ils vont ensuite vendre le contenu auprès des utilisateurs, mais le revendeur ne va jamais travailler sur les fichiers eux-mêmes. Le distributeur détient les fichiers, souvent à cause des raisons de DRM, et ils vont le livrer auprès du consommateur à la fin, après la vente. Donc, le revendeur ne sait rien du contenu, quasiment rien. Donc, c'est quelque chose que nous voyons sur le temps, parce que nous avons les clients, les consommateurs qui vont galérer avec cette question. Ils peuvent livrer le contenu, mais leurs utilisateurs ne peuvent pas l'utiliser au sein de leurs propres applications, et ça, c'est un véritable challenge pour cette industrie. Donc oui, il faut avoir des méthodes sémantiques. Dans EPUB 3 peut-être, mais peut-être en Onyx et d'autres façons d'exprimer ce genre de fonctionnalités et de capacités. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, ça n'existe pas aujourd'hui, mais on a besoin. Donc merci beaucoup.